En ce qui concerne mes écrits, ils ne sont pas faits dans le cadre du pathos, de la revanche ou de la passion. Le dernier livre, La stratégie d'intimidation, je l'ai écrit contre mes propres thèses. Pendant très longtemps, j'ai cru que les islamistes terroristes, ceux qui tuent et qui donnent une mauvaise image de leur religion en pratiquant la violence, ma thèse, c'était qu'ils cassaient le travail de ce que j'appelle les islamistes subversifs ou institutionnels. Le tout, c'est de l'islamisme. Je ne parle pas des musulmans modérés qui existent, je ne parle pas de l'islam modéré qui existe. Là, je parle uniquement des islamistes. Mais parmi les islamistes radicaux, on a trop tendance à croire que les seuls islamistes violents, radicaux, seraient les djihadistes, les tueurs. Alors qu'en fait, l'islamisme radical est un tout, de même qu'il peut y avoir un nazi, un fasciste en action, et un nazi intellectuel ou un fasciste intellectuel qui ne tue personne, qui fait juste de la propagande. On retrouve la même chose dans l'islamisme. Donc dans l'islamisme, il y a les islamistes djihadistes, ceux qui tuent, qui pratiquent la tuerie, qui pensent que le djihad est même une forme de sanctification. Ils ont sanctifié la violence, et souvent on réduit l'islamisme radical aux seuls violents qui pratiquent la violence islamiste djihadiste. Alors qu'en fait, il n'y a pas que eux qui ont comme projet, parce que définissons les termes. Qu'est-ce que l'islamisme ? L'islamisme, c'est un isme construit à partir d'islam. À l'époque de Voltaire, l'islamisme voulait dire islam, c'était neutre. Mais depuis que mon ancien professeur à Aix-en-Provence, Bruno Etienne, qui était un grand ami des Pieds Noirs, je le dis de manière ironique, parce qu'à l'époque, on avait le droit de semer la haine anti-Pieds Noirs dans l'amphithéâtre de Sciences Po Aix, c'était très bien vu. Mais bref, c'était en même temps un grand islamologue. Et Bruno Etienne, dans les années 80, a écrit un livre qui m'avait inspiré d'ailleurs, j'étais son élève, même si on ne pensait pas pareil, l'islamisme radical. Et à partir des années 80, parce que Bruno Etienne était à l'époque l'équivalent de Gilles Kepel, c'était le grand islamologue, on a commencé à définir le mot islamisme, non plus comme le isme de l'islam, de même qu'il y a le isme du chrétien, il y a le isme du juif, judaïsme, christianisme, islamisme. Le mot islamisme, qui voulait dire tout simplement l'islam, est devenu synonyme d'islamisme radical parce que Bruno Etienne parlait d'islamisme radical. Et comme les journalistes, la journaliste de la Provence me pardonnera, les journalistes sont souvent feignants, c'était trop long à dire un islamiste radical, le mot islamisme est devenu synonyme d'islamisme radical. Donc qu'on le veuille ou non, et je comprends que ça choque parfois certains Arabes qui me disent « Mais pourquoi le seul isme suspect, c'est le isme des musulmans ?» Je les comprends, mais c'est comme ça. Et d'ailleurs, Bruno Etienne n'était pas du tout un islamophobe, c'était un homme d'ailleurs secrètement converti à l'islam et très islamophile, c'était le Plenel de l'époque, hein. Donc on ne peut pas l'accuser d'avoir fait ça pour stigmatiser les musulmans. Bref, aujourd'hui, l'islamisme radical ou l'islamisme tout court est devenu synonyme de l'islam intégriste, politique, conquérant, qui a pour projet d'islamiser la planète, de réislamiser les pays musulmans dans un premier temps, premier objectif, en tuant les apostats, en les intimidant, en éliminant les laïcs, les athées, les progressistes, les libéraux, enfin tout ce qui n'est pas favorable au projet de la charia, la loi islamique, et du califat. Le califat, c'est l'empire dans lequel sera appliquée la charia, indépendamment de toute frontière, il n'y aura plus de nation. Le califat est un empire transnational fondé sur justement la charia, et le guide, à la fois politique, religieux et militaire, c'est le calife. Khalif, ça veut dire successeur, c'est le successeur de Mahomet. Quand Mahomet est mort, il fallait trouver un successeur, on l'a appelé le khalif, qui veut dire successeur, hein, et le califat veut tout simplement dire le royaume ou l'empire mondial qui poursuit le chemin de Mahomet, qui était un chemin d'islamisation. Et c'est pour ça que je commence mon livre sur le fameux terme « Aslam taslam », ça veut dire soumets-toi et tu seras épargné, soumets-toi à l'islam et tu seras épargné, parce que la racine islam, elle a à la fois le mot paix et le mot soumission. Quand on est dans l'islam, on peut dire, ça veut dire on est dans la paix, mais ça peut vouloir dire aussi on est dans la soumission. Et cette double signification du mot islam est intéressante, et on comprend cette expression « aslam taslam », tu auras la paix ou tu seras épargné, à condition que tu te soumettes. C'est-à-dire que le salam, même racine qu'islam, la paix, est conditionnée à la soumission. Et inversement, celui qui ne se soumet pas aura la guerre. Il n'aura pas la paix, il aura la guerre. Cette idée est fondatrice de l'action de Mahomet, de ses successeurs, des Ansars, des premiers califes qui ont conquis Damas, Bagdad. Ensuite, l'Empire ottoman a été le successeur des deux. Il y a eu d'autres califats, mais les trois grands califats, c'était Omeyyades, Abbassides et Ottomans.
En gros, après la mort de Mahomet, il y a eu l'idée du calife, qui va compléter la mission, qui va poursuivre la mission de conquête de Mahomet. Et dès cette époque, l'islam, qui n'était pas encore codifié, est quand même apparu comme un système foncièrement conquérant qui avait pour but d'établir un règne dans tout l'univers. Et l'essentiel de la Méditerranée a été conquise à l'époque. L'Iran a été conquis, le Maghreb jusqu'à l'Espagne, on connaît l'histoire, et ça n'a jamais arrêté. La Méditerranée était constamment assaillie par des pirates barbaresques jusqu'aux premiers colons qui est arrivé en Algérie ou en Tunisie. Quand les premiers Européens font de la colonisation, entre guillemets, au Maghreb au XIXe siècle, eh bien, il y a encore des pirates barbaresques. D'ailleurs, la première intervention américaine extérieure en dehors du territoire américain, c'était parce qu'il y avait déjà ce fléau des prises d'otages, du terrorisme de l'époque, en fait, des prises d'otages avec des rançons, des butins, des gens qui étaient mis en esclavage à la Casbah d'Alger ou en Libye. D'ailleurs, un jour, Kadhafi s'était vanté que son pays était l'ancien réservoir d'esclaves. Et récemment, un de mes élèves maghrébins me disait « Mon arrière-grand-père était un esclavagiste, il prenait des esclaves, il les vendait. » C'est-à-dire qu'il y a une absence totale de complexe. Et je ne dis pas que c'est mal de ne pas avoir de complexe. Tous les pays ont eu des prédations et des passés conquérants. Mais les seuls qui culpabilisent, c'est les Européens. Vous allez en Turquie, M. Erdogan, chaque année, le jour de la commémoration de la prise de Constantinople, il se fait photographier en premier rang d'une grande salle de théâtre où est projeté le film « La conquête de Constantinople » où le sang coula à flot. Alors que l'Europe s'excuse de son empire colonial, on a en face de nous, en face de l'Europe bisounours, Bisounoursland, on a un empire ottoman qui se reconstitue, qui bombarde les Kurdes en Turquie, en Syrie, en Irak. Erdogan a dit récemment qu'il voulait envahir toutes les îles de la Grèce, qu'il voulait rectifier les frontières. Ça nous donne quand même des jours heureux devant nous. Vous imaginez ce que va être le futur. Et comme l'Europe n'a pas réagi aux insultes d'Erdogan envers Merkel, les insultes et les menaces d'Erdogan envers la Suède, la Belgique, tous les pays où il y a eu des petits problèmes récemment avec la Turquie, puisqu'on avait interdit certains prédicateurs turcs et on avait accueilli quelques Kurdes, en Allemagne notamment. À chaque fois qu'Erdogan, depuis 5 ans, menace de manière très violente les Européens, la Grèce, Chypre, bombarde les Kurdes, y compris en face des armées françaises et américaines, avec un culot assez incroyable. Aucune réaction. Quand Erdogan va planter des drapeaux sur des îles grecques, aucune réaction de l'OTAN, aucune réaction de l'Union européenne. Récemment, quand Erdogan a envoyé, c'est la stratégie de l'intimidation de mon livre, c'est déjà cela, quand Erdogan a envoyé des bateaux militaires empêcher le forage d'un bateau pétrolier de l'entreprise italienne Eni au large de Famaguste à Chypre, en violation totale du droit européen et international, aucune réaction de solidarité de l'Union européenne, alors qu'un pays candidat à l'Union européenne était en train de menacer militairement, mais il a même, c'est plus qu'une menace, il a arrêté le bateau et ils allaient tirer dessus. Si le bateau italien de l'Eni ne s'arrêtait pas, l'armée turque bombardait ce bateau, l'aurait fait couler. On a quelqu'un qui menace constamment des intérêts de plusieurs nations, y compris de 2 nations européennes en permanence, Grèce et Chypre, et qui menace ou qui insulte régulièrement des leaders européens. Merkel s'est fait traiter de nazi, de génocidaire, Sarko avait été traité de génocidaire aussi, Erdogan avait dit que son père était un légionnaire, que Sarko était le fils d'un homme qui avait participé au génocide des Algériens. Récemment, Erdogan est allé en Algérie, il a répété que la France était génocidaire, qu'elle avait tué 3 millions d'Algériens. On voit bien que cette stratégie d'Erdogan, qui est dans la culpabilisation, la diabolisation et les menaces physiques, elle est de plus en plus importante. Et quand on connaît la stratégie de l'intimidation, la psychologie des prédateurs, les prédateurs ne sont pas forcément plus courageux que vous et moi, mais ils font toujours le test des réactions. Le prédateur n'est pas plus fort ou plus courageux que vous, mais il est sans scrupule. Et donc, il va attaquer la proie qui est faible. Et quand il sent qu'il n'y a pas de réaction, il augmente la dose, et s'il n'y a toujours pas de réaction, il va toujours plus loin, tant qu'il n'y a pas eu de frein. Hitler a été arrêté non pas par des bisounours, mais par des bombardements encore plus massifs. Et on n'a jamais arrêté les coquins que de manière encore plus violente que la façon dont ils se comportent. Donc on a une stratégie d'intimidation qui est multiforme, qui passe par des culpabilisations, des victimisations. On le voit avec l'UNEF, le voile qui apparaît partout, dans The Voice, dans les syndicats étudiants de gauche. On a une stratégie donc, qui tantôt est pacifique,
qui se profile, qui revêt l'habit de l'antiracisme. Ça, c'est l'islamisme institutionnel, subversif, qui prétend que le voile est une autre forme de féminisme. C'est la nouvelle mode maintenant des députés de Mélenchon, Rocala Diallo et compagnie, qui défendent le voile islamique, nouvelle forme de droit de la femme. Mais ce n'est pas elle qui a commencé. Erdogan, dans les années 90, déjà, il avait fait le slogan, il avait conçu le slogan « Le premier des droits de l'homme, c'est le droit de la femme à porter le voile ». On retrouve dans cette stratégie subversive une extrême habileté qui consiste à prendre nos propres références démocratiques, droit à la différence, antiracisme, droit des femmes, droit de l'homme, et à le retourner contre l'essence même de notre philosophie et de tout ce qui nous font. Donc c'est assez habile. Alors il y a l'islamisme institutionnel, c'est les islamistes qui surfent sur l'antiracisme, qui font du victimisme, qui luttent contre l'islamophobie. Alors on appelle ça le djihad by court, le djihad des tribunaux, qui condamne Zemmour ou d'autres de mes amis d'islamophobes. Ils essaient, en tout cas parfois ils y arrivent. Moi j'étais déjà une fois condamné par des associations islamistes il y a très longtemps. Mon éditeur et le Figaro Magazine avaient dû donner 5 000 € à une association antiraciste. Et je me rappelle pendant le procès, les barbus, avec un regard plein de haine, nous narguaient. Ils nous faisaient des gestes que je ne peux pas imiter en public parce que c'est quand même assez vulgaire. Vous voyez le genre de personnes en plus qu'on a en face de nous dans les tribunaux. Et je me rappelle, l'avocat de cette association islamiste était venu me voir. C'était un avocat qui était pas du tout de leur bord. Je suis désolé, c'est mes clients. Il avait honte, pour vous dire le genre de personnes à qui nos juges donnent raison. Enfin, c'est assez. Il faut l'avoir vécu pour le comprendre quand même. Et voilà, donc on a ceux qui pratiquent le djihad psychologique, le djihad des tribunaux, le djihad du victimisme, le djihad des médias. Tariq Ramadan, avant ses fresques privées, l'avait très bien mené. Et on a de l'autre côté les coupeurs de tête. Les premiers, c'est les coupeurs de langue, ceux dont je viens de parler à l'instant. Les coupeurs de langue, ceux qui vous font taire par l'intimidation psychologique, par l'antiracisme, la lutte contre l'islamophobie. Ils ont derrière eux des États, l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie, des organisations, la Ligue islamique mondiale qui a 2000 mètres carrés à Bruxelles, 3000 mètres carrés à Mantes-la-Jolie, qui ont pignon sur rue. Ils ont l'organisation de la coopération islamique. Je détaille dans mon livre de manière très précise les textes de ces organisations qui ne cachent même pas la couleur, la nature de leurs intentions. C'est écrit noir sur blanc. La Ligue islamique mondiale, l'Organisation de la coopération islamique, le Milli-Gurush turc, les organisations, y compris au sein du Conseil français de culte musulman. On a aujourd'hui un président du Conseil français de culte musulman qui est un militant d'Erdogan depuis 30 ans, citoyen turc, marié à une petite cousine d'Erdogan, Ahmed Ogras. C'est passé comme une lettre à la poste. On est passé sous Sarko d'un Conseil français de culte musulman aux mains des frères musulmans. Ensuite, c'était aux mains d'une association marocaine pas du tout modérée, qui luttait à fond contre la pénalisation du voile, etc. Et maintenant, c'est aux mains des Turcs. On est loin de l'islam de France. On est un islam, en fait, totalement monopolisé par des puissances étrangères qui utilisent le religieux pour, en fait, pérenniser des citoyens afin que ceux-ci continuent à voter pour le pays d'origine. Il n'est pas fou, Erdogan. Les Turcs dans le monde, c'est 6 millions de réserves de voix. 6 millions. Ça veut dire que si Erdogan gagne à 51%, et quand on sait que 80% des Turcs non kurdes, bien sûr, je parle et non alaouites, les Turcs sunnites, qui sont la majorité des immigrés qu'on a, même s'il y a beaucoup de Kurdes, les Turcs sunnites votent pratiquement tous pour Erdogan, ou ont un cœur islamiste. Les Turcs qui sont anti-islamistes, en général, c'est les alaouites, on les appelle alévis en Turquie, et c'est souvent des Kurdes, qui sont plus progressistes, ils ont un islam différent. Mais les Turcs sunnites votent à fond pour Erdogan. Donc il est important pour eux d'utiliser le sentiment de victimisme pour faire croire que les musulmans, les Turcs seraient persécutés en Europe, ceux qui ont arraché les pages du Point, où j'étais d'ailleurs très honoré d'être cité par Fogg, le fameux Point, le journal, la revue Le Point qui a titré « Erdogan est-il le nouveau dictateur ?» et Fogg, dans son édito, c'était carrément le nouvel Hitler. Quand ils ont arraché de manière tout à fait illégale des pancartes qui annonçaient le nouveau titre du journal Le Point, ils se sont posés en victimes. Nous sommes victimes d'un racisme d'État, une turcophobie, une islamophobie, on insulte un président élu démocratiquement, etc. Donc même quand ils sont violents, ils ont toujours l'intelligence de se présenter en victime, et c'est assez habile. Donc il y a la Ligue islamique mondiale, l'Arabie saoudite, la Turquie, le Maroc qui joue un jeu très trouble. Le Maroc est d'accord avec l'Arabie saoudite tout le temps au niveau de l'ONU. Le Maroc, il joue au modéré quand on va à Marrakech en vacances, mais au niveau international, il vote tout le temps les mesures de restriction de la liberté d'expression à l'ONU. Moi, j'ai été observateur à l'ONU
pour une organisation laïque, je l'ai vu de mes yeux vus, des États qu'on ne pourrait pas soupçonner, parmi les plus modérés des États musulmans, sont solidaires de l'Arabie saoudite et du Pakistan lorsqu'il faut faire des motions, des résolutions pour condamner l'islamophobie et faire, sous couvert d'antiracisme dévoyé, faire régresser la liberté d'expression. L'Organisation de la coopération islamique, qui est pilotée par l'Arabie saoudite et la Turquie et le Pakistan surtout, mais qui réunit 57 pays musulmans, œuvre dans ce sens depuis les années 90. Une déclaration islamique universelle des droits de l'homme a été adoptée par ces pays musulmans depuis les années 90, il y en a même eu deux versions, et cette déclaration islamique universelle des droits de l'homme, acceptée par l'ONU comme l'une des références en matière de droits de l'homme, pose que tout droit de l'homme est conditionné à la charia. Imaginez ce que sont les droits de l'homme sous la charia. Alors, c'est assez, d'ailleurs, orwellien, c'est assez intéressant de lire, je l'ai mis dans l'annexe de mon livre, parce que ça vaut son pesant d'or. L'islam reconnaît les valeurs de liberté, d'expression, de droit à choisir sa religion, hein, et il y a un petit alinéa, à condition que ceci soit conforme à la charia qui ne permet pas à un musulman de changer de religion. C'est assez, c'est comme Kardawi, l'idéologue des frères musulmans en Europe, lui il écrit, alors, le principe de non-contradiction aristotélicien ou saint Thomas d'Aquin, ils ne connaissent pas. Hein. C'est une autre façon de voir, c'est plutôt le yin et le yang, on allie les contraires. Alors lui, il dit, tuer un homme, c'est tuer toute l'humanité. C'est pas beau, c'est vilain, c'est pas gentil. Et 3 pages plus loin, il y a juste 3 exceptions pour lesquelles vous pouvez tuer quelqu'un. Les apostats, ceux qui se moquent de Mahomet, de l'islam, les adultères. Oui, c'est toujours le principe assez extraordinaire de contradiction absolue, mais qui ne paraît pas contradictoire. Donc, ils arrivent à subvertir des valeurs, mais il y a quand même toujours un alinéa qui montre que, quelque part, ils annoncent la couleur quand même. Parce que quand vous dites la liberté d'expression, c'est génial, les droits de l'homme, c'est fantastique, mais c'est soumis à la charia, qui, elle, punit toute apostasie, on ne peut pas dire qu'ils ont vraiment caché leur jeu. Ça veut dire que nos dirigeants, lorsqu'ils laissent progresser cette propagande des frères musulmans, de la Turquie, d'Erdogan, de la Ligue islamique mondiale, qui est une organisation qui défend en gros les valeurs de l'islam pur. J'ai retrouvé les textes. La Ligue islamique mondiale qui encadre de nombreux musulmans en Europe. En Espagne, par exemple, en Belgique, c'est la Ligue islamique mondiale qui forme les imams payés par l'État. Les Autrichiens récemment, avant que l'extrême droite, je précise, arrive au pouvoir, ont dit « c'est pas possible que nos imams soient payés avec l'argent des contribuables autrichiens, alors qu'ils développent un islam soit turc, soit marocain, soit salafiste venu d'Arabie saoudite. Mais il n'y a pas beaucoup de pays européens qui ont le bon sens. Dans beaucoup de pays européens, la Ligue islamique mondiale, qui a pour but officiel, c'est dans les textes écrits noir sur blanc, de répandre l'islam pur wahhabite. L'islam wahhabite, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'islam en vigueur en Arabie saoudite, c'est du salafisme, prévoit l'excision. Une femme n'est pure que quand elle est excisée. Imaginez le degré enfin, là, on n'est même plus dans l'islamologie, on est plutôt dans la... S'il y a des psychiatres dans la salle, on est dans un domaine psychiatrique. Hein, parce qu'ils vous disent... Moi, j'ai lu des textes du wahhabisme saoudien, l'islam officiel en Arabie saoudite, enseigné en Espagne, avec l'argent des Espagnols, enseigné en Belgique, avec l'argent des Belges. On paye des imams qui vous expliquent qu'une femme n'est vraiment pure et vraiment féminine que lorsqu'on a oblitéré le clitoris, puisque tant qu'elle a un clitoris, elle est en quelque sorte un peu travelot. Elle est un peu homme. Elle a encore un pénis. Donc pour qu'elle soit vraiment femme, il ne faut plus qu'elle ait son organe génital, et pour qu'elle soit vraiment pure, il ne faut pas qu'elle ait de désir. Donc l'avantage, on fait un double avantage, elle devient vraiment femme, et comme elle n'a pas de désir, elle sera fiable. Oui, il faut vraiment être bien frappadin quand même du point de vue psychologique, déjà pour adhérer à ce genre de vision. Mais c'est une vision qui a pignon sur rue en Europe, qui est enseignée, je le répète, dans plusieurs pays européens où il n'y a pas de laïcité à la française, il y a des imams payés par les impôts de citoyens européens qui vont enseigner ce genre de choses. Il faut quand même le savoir, et c'est vérifiable. Hein. Alors moi j'avais rencontré plusieurs ministres de l'Intérieur, j'avais montré des ouvrages, notamment Kardawi, qui dit les 3 raisons pour lesquelles on peut tuer quelqu'un. Il disait aussi les endroits du corps où on frappe sa femme. Oui, c'est charmant. Ben, le livre était à la FNAC, sur Amazon, dans plein de librairies, notamment de la FNAC. Ça n'a jamais été interdit. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas interdit les ouvrages de Kardawi qui incitent quand même les 3 raisons pour lesquelles on peut tuer quelqu'un. Il y a aussi Jazairi, c'est un autre imam prédicateur proche à la fois des frères et salafistes, très connu. Le Monde, le fameux journal Le Monde, qui avait fait une page entière pour me diaboliser dans les années 2000, Delval, les dangers de l'islamophobie, alors qu'il n'y avait rien d'islamophobe dans mes livres, c'est assez
quand je parle, parfois je fais un peu d'humour, mais dans mes livres, je suis assez universitaire. J'avais été frappé de voir que Delval est islamophobe, il se prend une page contre lui, mais par contre, El Jazairi était présenté comme un salafiste modéré. On l'a presque fait passer. Il y avait un article énorme d'un des plus grands propagateurs du djihad en Europe, un des propagandistes, un des prédicateurs islamistes les plus radicalement pro-djihadistes. Il a été présenté comme un salafiste modéré et un type tout à fait fréquentable, pour vous dire l'indignation sélective de ce genre de journaux. Et moi, j'ai voulu approfondir qui est El Jazairi. Il va encore plus loin que Kardawi. Lui, il dit faire le djihad, la guerre contre les mécréants, est tellement important que ça peut se faire au détriment du budget, vêtements, nourriture, éducation. Il faut économiser le maximum, quitte à crever de faim, manger que des patates, il faut économiser le maximum d'argent, et c'est pas le djihad intérieur comme les islamophiles nous le disent. Moi souvent on me répond, mais attendez, vous dites n'importe quoi, le vrai djihad c'est le djihad intérieur, contre ses mauvais démons, contre ses propres péchés. Oui, ça c'est l'islam à l'eau de rose qu'on aime bien en Occident, ou c'est l'islam des soufis qui est très vrai, mais les soufis, ils sont les premiers persécutés dans les pays musulmans. Quand vous êtes soufi dans beaucoup de pays musulmans, vous êtes persécuté. Mais dans l'islam orthodoxe, l'islam officiel qu'on enseigne en Arabie Saoudite, en Turquie, au Pakistan, et surtout à la plus grande université sunnite du monde, au Caire, El Azhar, on apprend que le djihad, il est contre les mécréants. C'est un djihad offensif ou défensif, mais également offensif. C'est soit le djihad pour étendre le règne de l'islam, soit le djihad pour défendre l'islam face à ceux qui font obstacle à son extension, ou ceux qui l'agressent. On est très loin du djihad bisounours. Non, c'est un djihad contre les mécréants, et on vous explique d'ailleurs comment on coupe les gorges, comment on fait des embuscades, comment on trompe l'ennemi pour l'encercler, pour après le frapper après une fausse trêve. Enfin, on n'est pas du tout dans le djihad spirituel allégorique. Ceux qui vous disent que le vrai djihad, il est allégorique, oui, c'est certaines écoles minoritaires, mais El Jazairi, quand il explique qu'il faut s'armer, il ne dit pas qu'il faut s'armer avec des plumes ou des rosaires pour lutter contre ses péchés. Non, il dit clairement des armes. Des couteaux, des fusils, et il explique, donc c'est clair. Eh bien cet homme est en vente libre également dans les grandes librairies, on le trouve également à la FNAC, El Jazairi. Il dit que rien n'est plus important que de s'armer en vue du djihad contre les mécréants. Voilà, donc on a des propagandistes islamistes qui sont ouvertement djihadistes, c'est les coupeurs de tête, c'est les attentats terroristes qu'on voit très souvent en Occident et un peu partout, et on fixe sur eux, et c'est eux les méchants. En Syrie, par exemple, pourquoi l'Occident a soutenu l'opposition islamiste? Parce que, puisque les méchants, c'est uniquement des terroristes qui vont tuer des gens chez nous, c'est Daesh, et à un moment, on disait, Daesh, c'est l'ennemi, les islamistes, c'est Daesh, et finalement, il ne restait d'islamistes que Daesh. L'avantage à chaque fois qu'un nouveau mouvement terroriste apparaît, il banalise le mouvement qui est un peu moins terroriste, ou qui n'est pas terroriste du tout. Mais croire qu'un mouvement qui n'est pas terroriste n'est pas dangereux, c'est déjà la première erreur. Parce qu'un exemple, les frères musulmans, qui sont la matrice du terrorisme islamiste et de l'islamisme tout court, qui ont pour projet le grand-père de Tariq Ramadan, Hassan al-Banna, quand il a créé les frères musulmans, il y a eu 50 propositions, ça a été formalisé, on connaît. Dans la doctrine du fondateur des frères musulmans, l'objectif lointain, définitif, c'est le califat sur l'univers. Qu'un califat règne sur l'univers. C'est un objectif totalitaire de conquête de l'univers. Ça va encore plus loin que le communisme et le nazisme. L'univers doit être islamique et soumis à la charia. Et l'avantage des frères musulmans, comme depuis quelques années, les frères musulmans ont développé une nouvelle théorie, ils se sont dit, normalement, l'univers est partagé, c'est comme si je coupais la salle en deux. Il y a le Dar el-Islam, le territoire de l'islam, donc qui mérite la paix puisqu'il est soumis à l'islam. Donc rappelez-vous ce que j'ai dit au début, le Dar el-Islam, territoire de l'islam, c'est la paix. Et il y a le Dar el-Harb, territoire de la guerre, puisqu'ils ne sont pas soumis à l'islam, ils méritent la guerre. La guerre est la condition normale, c'est la relation unique que l'on peut avoir avec les pays non soumis à l'islam. Un individu ou un pays qui n'est pas soumis à l'islam, il vit de manière mécréante, donc il est ennemi de l'islam. Normalement, il n'y a que des relations de guerre avec lui. Tant que tous les islamistes pensaient cela, ils étaient assez mal vus et les frères musulmans étaient mal vus. Et à partir des années 90, l'apparition de Al-Qaïda et à l'époque, avant même le 11 septembre, Qardawi, dont je parlais tout à l'heure, celui qui dit quel endroit on cogne sa femme, l'homme charmant qui est vendu partout à la FNAC et qui vous dit aussi les 3 raisons pour lesquelles on peut tuer quelqu'un, Qardawi, qui est aussi le maître spirituel de Ramadan, pour vous montrer que Ramadan, qui jouait
aux musulmans modérés, qui avaient un peu dépassé la vision de son grand-père. Il a quand même comme maître spirituel qui lui préface ses livres, un homme qui vous explique les raisons pour lesquelles on peut tuer. Mais Qardawi s'est dit, finalement, est-ce que l'Europe est encore Dar el-Harb? Ben non, parce que qu'est-ce que la caractéristique d'un territoire de l'islam? C'est un territoire où l'islam progresse, domine, et où ce qui n'est pas musulman est inférieur, n'a pas les mêmes droits. Et il dit, finalement, puisqu'en Europe, il y a une prédication pratiquement sans obstacle en faveur de l'islam. L'islam peut s'étendre de manière indéfinie, voire même avec le financement des collectivités publiques, ce qui arrive dans beaucoup d'endroits en Europe. Et il n'y a aucune réciprocité en échange pour les chrétiens dans les pays musulmans. Donc, de facto, c'est comme si l'Europe était déjà soumise à l'islam, c'est comme si elle payait un tribut au califat. Elle n'est pas vraiment Dar al-Islam, mais elle n'est plus vraiment Dar al-Harb. Parce que la caractéristique du territoire de la guerre, c'est les mécréants qui font obstacle à l'islam. Dès que les mécréants non seulement ne font plus obstacle à l'islam, mais permettent l'islamisme, il a fait une théorie qui existait déjà dans la tradition islamique, mais c'était vraiment très très infime, c'était vraiment des cas très... Il l'a grossi et il a créé l'idée de Dar el-Shahada, territoire de l'annonce, du témoignage. L'Europe n'est plus Dar el-Harb, territoire de la guerre, puisqu'elle permet la prédication de l'islam sans aucune contrepartie, sans aucune forme de réciprocité pour les chrétiens dans les pays musulmans, ou pour tout ce qui n'est pas musulman dans les pays musulmans. Donc la supériorité étant constatée, ce n'est plus vraiment un pays qui fait obstacle à l'islam, c'est un pays en train de s'islamiser. Certains ont dit Dar al-Salah, Dar al-Shahada, d'autres, il y a pas mal de formules, mais en gros l'idée c'est que l'Europe finalement, elle est en train d'être neutralisée. Donc le terrorisme n'est pas de mise. Puisque le territoire des mécréants s'islamise sans même avoir besoin de la guerre, ce serait bête de faire la guerre. On va réveiller les forces de l'ordre et on va nuire à notre propre prédication. Voilà ce que je pensais pendant des années, enfin je le pense toujours, mais j'ai dépassé cette vision dans mon dernier livre parce que du coup je croyais que les terroristes cassaient le travail, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, des premiers, puisque comme les premiers se rendent compte que l'Europe s'offre à l'islam, s'islamise volontairement, sans obstacle, c'était inutile de faire du terrorisme, puisqu'elle vous paye pour être islamisée, l'Europe. Et donc je me disais, les terroristes vont vraiment casser le travail. Or, je me suis rendu compte de manière empirique, depuis Salman Rushdie, ça m'avait beaucoup marqué Salman Rushdie, non pas parce que j'avais spécialement pitié, c'est pas ça, quand on fait de la géopolitique, on est habitué à parler des morts et des menaces, mais ce qui m'avait frappé, c'est la façon dont l'Angleterre a commencé à faire des campagnes de lutte contre l'islamophobie, juste après les terribles menaces, les fatwas de mort contre Salman Rushdie. Et là, j'ai commencé à me dire, je vais revenir en arrière sur tout ce que j'ai écrit et je vais faire un bilan de Salman Rushdie, les années 80-90, parce qu'il a commencé dans les années 80, jusqu'à aujourd'hui. Empiriquement, est-ce que le terrorisme a nui à l'islamisation? Parce que moi, ma première théorie, c'était que les terroristes nuisaient aux islamistes, je dirais fourbes, institutionnels, les fameux frères musulmans. Est-ce qu'à chaque attentat terroriste, il y a une progression de l'anti-islamisme? Est-ce que les musulmans qui sont pour le voile, le halal, le communautarisme sont un peu plus honteux? Est-ce qu'il y a moins de femmes voilées? Est-ce qu'il y a moins de revendications islamistes? Est-ce qu'il y a moins de communautarisme après chaque attentat? Est-ce qu'il y a un climat de libération de la parole face au texte de l'islam qui justifie la violence? Eh bien, je me suis rendu compte, à part l'exception française après Charlie Hebdo, c'est la seule exception, en Occident, après chaque attentat, on assiste à une vague de lutte contre l'islamophobie, de promotion de l'islam extraordinaire des musulmans, qui seraient la vraie victime du terrorisme. Après les attentats 2001, qu'est-ce que fait George Bush, pourtant néoconservateur, accusé d'être islamophobe, parce qu'il fait la guerre en Irak? Là, je n'étais pas d'accord avec Onfray. Onfray avait dit la politique des Américains, elle est islamophobe. Enfin, bombarder un pays musulman, ce n'est pas l'islamophobie. On a bombardé les pays musulmans qui étaient anti-islamistes. Quand on a bombardé Saddam Hussein, c'était un pays qui faisait obstacle à l'islamisme. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Après les attentats du 11 septembre 2001, George Bush est allé jurer qu'il n'était pas islamophobe, que les musulmans étaient fantastiques, ce qui est tout à fait louable, hein, qu'ils apportaient beaucoup à l'Amérique, blablabla, un discours islamophile extraordinaire 3 jours après le 11 septembre, parce qu'il y avait eu quelques dérapages, mais qui sont humainement prévisible. Quand il y a des gens qui tuent au nom de leur groupe, de leur religion, il est assez, je ne dis pas que c'est bien, mais il était assez prévisible que dans la société américaine, qui est beaucoup plus cow-boy que nous,
il y a eu quelques agressions, et heureusement beaucoup moins d'agressions qu'il y a d'Américains qui s'entretuent entre eux dans les lycées ou au Texas avec leurs armes. Mais il y avait eu quelques petits dérapages. Et du coup, ça a été condamné à juste titre, mais ça a permis à George Bush non seulement de ne pas remettre en question la violence de l'islamisme qui inspire les terroristes, mais au contraire de dire le vrai islam est sans tache, le vrai islam est fantastique. Ces gens-là n'ont rien à voir avec l'islam. Et à la limite, c'est louable. S'il l'avait dit devant des soufis, des femmes qui luttent contre le voile, des gens qui luttent contre la charia, des musulmans, comme j'en connais beaucoup, qui ont fui l'intolérance islamique, à la limite, ça aurait été même tout à fait louable, parce qu'il faut être juste. Il y a des musulmans qui sont victimes de tout cela, et il faut les aider. Et c'est vrai que ce serait dommage de faire l'amalgame. L'amalgame n'est pas acceptable. Le musulman qui est victime de la charia n'a pas à payer pour ceux qui sont pour la charia. Mais non, il a fait son discours avec les frères musulmans. Dans la grande mosquée de Washington, il était entouré de gens du lobby américain islamique qui s'appelle le CAIR, Council of American Islamic Relations, qui est un lobby islamique très puissant aux États-Unis, qui est proche du Hamas. Déjà, c'est intéressant, mouvement terroriste palestinien qui est à l'origine de l'assassinat de nombreux bébés israéliens, de nombreux jeunes. Alors, on peut être pro-palestinien. Moi, j'ai rencontré un leader palestinien, Mohamed Dahlan, récemment. Il dit « rien ne justifie le terrorisme ». C'est l'homme que les Américains et les Égyptiens et les Émirats veulent mettre à la place des actuels dirigeants de la Palestine. Il est assez cohérent. Il disait « non, rien ne peut justifier d'aller tuer un bébé ». Donc même un Palestinien comme Mohamed Dahlan, qui fait de la prison en Israël, même lui, il dit non, on ne peut pas justifier ça. Donc ça montre bien que critiquer le Hamas, ça ne veut pas dire être anti-palestinien. Mais voilà, George Bush a trouvé normal d'aller s'excuser de ne pas être islamophobe en compagnie d'islamistes liés au Hamas, d'un lobby islamiste américain qui adhère grosso modo à l'idéologie des frères musulmans et qui est connu pour son antisémitisme, pour des propos extrêmement violents sur Israël, pour des propos extrêmement violents sur les juifs en général, sur les chrétiens. Le CAIR, allez sur Internet, Council of American Islamic Relations, c'est pas du tout des musulmans bisounours, c'est pas des musulmans modérés, c'est pas des musulmans réformistes, c'est l'islamisme bon teint. Donc, après le 11 septembre, lutte contre l'islamophobie, déclaration d'amour envers l'islam d'un dirigeant qui pourtant est néoconservateur. Après, j'ai étudié ce qu'a fait Obama. 2009, Obama, le discours du Caire, extraordinaire. Cet homme, il était entouré de 6 conseillers frères musulmans, et le discours du Caire était ce qu'on n'a jamais vu un discours aussi islamophile, même à mon avis, même les leaders arabes n'ont pas été aussi loin. J'ai jamais vu un discours d'un leader arabe qui vante la science islamique, la philosophie islamique avec autant de zèle et qui va même vanter la tolérance de l'Arabie saoudite. Enfin, c'était carrément ubuesque. C'était un cirage de pompe absolument incroyable. On voit que le type était vraiment encarté, entouré, encerclé. Et on a retour, je le montre dans mes livres, on connaît les noms des 6 personnes qui le conseillaient en matière islamique. C'était des frères musulmans, dont 3 étaient vraiment dans la structure mondiale des frères musulmans. Donc, après Salman Rushdie, l'Angleterre crée des organismes pour lutter contre l'islamophobie. Après 2001, Bush s'excuse de ne pas être islamophobe, et il va le dire avec des frères musulmans. Obama, dans les années 2008-2009, alors là, c'est le pompon de l'islamophilie, c'est absolument incroyable. Justin Trudeau, après des attentats terroristes et effectivement aussi un attentat anti-musulman au Canada, il va trouver ce prétexte, le seul attentat d'ailleurs en Occident qui a jamais été commis contre une mosquée avec véritablement un attentat meurtrier. Il a fait carrément adopter une loi, Justin Trudeau au Canada, pour condamner uniquement l'islamophobie. C'était une loi ubuesque où on a épargné de toute protection les religions sikhs, chrétiens, juifs, mais on a fait une loi ad hoc pour ne pas pouvoir stigmatiser ou critiquer l'islam uniquement. Une loi spéciale pour protéger l'islam, c'est extraordinaire. Et j'ai aussi été fortement marqué en arrivant à une période plus récente par les attentats de Madrid, 2004, et Barcelone, 2017, parce que je connais bien ce pays, j'ai beaucoup enquêté. J'étais pas à Madrid en 2004, mais j'ai observé l'extraordinaire soumission des Espagnols après un attentat commis au nom de la récupération d'Al-Andalus. C'est extraordinaire. L'attentat de Madrid, il y avait 2 revendications. La guerre en Irak est injuste, Aznar est pour la guerre en Irak avec les Américains. Mais on n'a pas beaucoup parlé dans la presse de la revendication fondamentale du commando Abu Hafez al-Masri qui avait rédigé le texte de revendication des attentats de 2004. Nous avons des vieux comptes à régler avec l'Espagne qui doit redevenir membre du califat, car ce fut une terre islamique. Et j'ai retrouvé la même revendication pour ceux qui ont essayé de faire un attentat à Rome ces dernières années. Il y a même des vidéos.
Roumiya doit être envahie après avoir conquis Constantinople. Un hadith de Mahomet prévoit la conquête de Rome. Et les attentats de Barcelone 2017, c'était assez impressionnant. La revendication, elle est partout sur Internet. Barcelone, c'est la Catalogne. La Catalogne faisait partie de El Andalus, car El Andalus, ce n'est pas que l'Andalousie actuelle, c'était toute l'Espagne islamique. Ça allait jusqu'au nord de l'Espagne. Seule une partie d'Asturias et Pays Basque n'était pas... même le Portugal était islamique. On l'appelait El Andalus. Dommage que je n'ai pas de carte. L'Andalousie, en fait, actuelle, c'est une région administrative du sud de l'Espagne. Mais toute l'Espagne s'appelait El Andalus. D'où la bêtise de tous ceux adeptes de l'islamiquement correct qui vous disent El Andalus, El Andalousie. Non, géographiquement, c'est très différent. Il n'y a que le nom, qui avait été d'ailleurs galvaudé, puisque Andalousie, ça vient de Vandalousia, le pays des Vandales, qui n'a rien à voir avec les Arabes. C'était les Vandales. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a encore plein de blancs en Andalousie. Il n'y a pas tous des bruns, parce qu'il y a eu beaucoup de Germains et de peuples du Nord qui avaient pris l'Andalousie. Et ensuite, les Arabes ont récupéré ce nom et ils l'ont mis dans toute l'Espagne. Et comme Barcelone faisait partie de El Andalus, ceux qui ont revendiqué l'attentat de 2017 ont dit « c'est toujours la logique que tout territoire qui fut Dar el-Islam, terre de l'islam, ne peut pas devenir Dar el-Harb. On doit lutter pour la récupération de tous les territoires qui furent musulmans. » Et on comprend mieux le conflit israélien de ce point de vue. Israël peut rendre 90% des territoires occupés, 100% des territoires occupés après 67. Israël n'aura jamais la paix, pour une raison très claire. Tout territoire dominé par des mécréants, alors qu'il fut dominé par le califat à une certaine époque, de manière éternelle, n'aura jamais la paix, car il est en train d'agresser l'islam. Car une terre qui est islamique doit redevenir islamique. Donc, après l'attentat de Barcelone, de même qu'après l'attentat de Madrid, on a vu l'Espagne se plier. Après l'attentat de Madrid en 2004, les Espagnols ont voté massivement pour la gauche pro-islamiste. Et ils ont accusé systématiquement Aznar d'être le seul responsable. Et finalement, l'islam était paré de toutes les vertus. Et même quand l'islam frappe, c'est parce que les pauvres, on les a acculés. En fait, les islamistes qui avaient bombardé, qui avaient attaqué la gare d'Atocha à Madrid, étaient en fait des gens, bien sûr, pas très sympathiques, mais ils n'étaient que la conséquence d'un mal premier qui était le croisé occidental. Et à Barcelone en 2017, deuxième grand attentat commis en Espagne, on a vu toute la classe politique espagnole de gauche, et surtout les catalanistes à la tête de la mairie, et surtout de la Generalitat de Barcelone, hurler, mais vraiment de manière très très violente contre le roi et le Premier ministre Rajoy. Et dans toute la presse de gauche, et surtout catalane, et il y a eu une grande commémoration après les attentats de Cambrils et Barcelone, il y avait une commémoration très intéressante. Le roi est venu et Rajoy est venu en disant, au moins pendant quelques jours, faisons la paix entre anti- et pro-indépendance. Même ce jour-là, les catalanistes d'extrême gauche n'ont pas pu se retenir. Ils ont hurlé leur haine envers l'Espagne et dans toute la presse catalane, notamment la CUP, le petit parti ultra-indépendantiste, le fameux CUP, on a eu des propos absolument indignes où on disait le vrai responsable des attentats, c'est l'Espagne, parce que c'est l'Espagne des croisés qui a fait la Reconquista, qui a chassé les Arabes et finalement on les a énervés. En redevenant nous-mêmes, en libérant notre pays du califat qui a envahi et humilié l'Espagne et les chrétiens espagnols pendant des siècles, en fait, on les a énervés. Vous vous défendez, vous les énervez. Vous les provoquez, vous allez provoquer leur haine. Et on a vu tout un discours islamophile, mais plus qu'islamophile, islamistophile, et carrément un discours de syndrome de Stockholm. Finalement, l'ennemi nous attaque parce que nous sommes méchants, nous nous sommes défendus. Nous avons libéré nos territoires du califat. Nous sommes des horribles croisés. Et je vous assure que je n'exagère pas. Aujourd'hui, dans les universités espagnoles, à part les universités dirigées par l'Opus Dei, dans le nord-ouest, en Navarre et au Pays Basque, il y a un fief Opus Dei, le reste de l'Espagne, et Madrid un petit peu, mais quand vous allez de Barcelone à l'Andalousie, en passant par Murcia et Valencia, la quasi-totalité des intellectuels, la nouvelle mode, la tarte à la crème, c'était mieux à l'époque des musulmans. Allez, je vous assure que je n'exagère pas. Il y a plein de littérature, on apprend ça à l'université espagnole. Qu'est-ce qu'on est horrible. On a commencé à être raciste et colonisateur. Les premières croisades, c'était en fait, quand on a, avant même l'Inquisition, l'horreur, le péché original de l'Espagne de Rajoy, parce que l'Espagne de Rajoy, c'est le Partido Popular. Le Partido Popular, c'est un parti qui est d'origine franquiste. Franco, c'est un chrétien. Et Franco, en gros, c'est l'émanation la plus moderne des croisades. Donc finalement, tout ce système qui a fait l'Espagne dans ses frontières actuelles, c'est un système de reconquista qui s'est fait contre les Arabes et l'islam et qui était raciste.
Je vous assure qu'on apprend ce genre de choses aujourd'hui dans les universités espagnoles. Pas toutes, mais 2 Espagnols sur 3 aujourd'hui apprennent que c'était mieux à l'époque des Arabes et de l'islam. Aller en Espagne, parler avec des guides, c'est stupéfiant. Les oranges, les Arabes nous l'ont emporté. Alors en Sicile, on vous dit qu'ils ont apporté les glaces, la granite, la pizza, les pâtes, etc. On vous dit le système hydraulique, ce n'est pas les Grecs. Moi, j'ai visité à Paphos, à Chypre, un système hydraulique qui existait 2000 ans avant Jésus-Christ. Mais on vous dit qu'ils ont inventé tous les systèmes de canalisation, hydraulique, chauffage, réfrigération, etc. C'est extraordinaire. Non mais ça vaut le coup d'aller en Andalousie ou à Valencia. Si vous allez dans la huerta valenciana ou murciana, n'importe quel guide, il vous dit ça, tout ça c'est grâce aux Arabes. L'irrigation, c'est grâce à eux. Nous étions vraiment des abrutis finis avant qu'ils arrivent. Des abrutis finis. Donc ça, c'est très intéressant de voir que, finalement, depuis les années 90, plus l'islam frappe, plus on tue au nom de l'islam. Parce qu'il faut être juste, ce n'est pas les musulmans qui sont responsables, c'est ceux, la petite minorité qui tue au nom de l'islam. C'est vrai que c'est une minorité, mais la petite minorité qui tue au nom de l'islam, elle n'est pas si bête que ça. Et c'est la thèse de mon livre. Et ça a remis en question tout ce que je pensais avant. Finalement, on pourrait croire que celui qui tue au nom de l'islam va souiller l'islam et il va casser le travail de ceux qui avancent de manière plus vicieuse, plus maligne. Mais non, je me suis rendu compte que c'est l'inverse. Plus on tue au nom de l'islam, plus on parle des tueurs, plus on parle de leur profil, plus des sociologues du monde ou de INROC ou je sais pas, ou Politis ou le monde diplomatique vont vous dire finalement le pauvre petit barbu, quand il était jeune, il était violé, quand il était jeune, il était ceci, dans la cité où il a habité, il était victime de stigmatisation, il n'a pas eu la chance, il est né dans un bloc de béton, moi aussi, moi je suis né dans un bloc de béton qu'ils avaient construit pour les pieds noirs, même pour les Italiens de Tunis et ensuite pour les premiers pieds noirs. On était dans les blocs de béton à Marseille. Je connais aucun de mes cousins qui est devenu terroriste parce qu'on est né dans le béton. Pourtant, on était accueillis comme des chiens, parce qu'on était même encore plus mal accueillis que les Arabes, parce que quand on était accueillis, les autochtones nous traitaient à la fois d'étrangers métèques, en même temps de colonisateurs qui faisaient le bournou. Donc on a vécu l'humiliation et les Arméniens ont été accueillis très 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 mal aussi. Ils ne sont pas devenus terroristes. À part ceux qui ont tué les 3 commanditaires du génocide arménien en Allemagne, c'est le mouvement La Salah, je ne connais pas d'Arméniens terroristes à Marseille, alors que tout petits, on les a traités de métèques, eux aussi. Donc voilà. Mais bon, il y a encore des sociologues qui pensent que vous êtes né dans le béton, ça explique le terrorisme. Mais bizarrement, ces gens-là sont très racistes parce qu'ils trouvent des excuses à la violence, à la délinquance ou au meurtre, à la barbarie, uniquement pour une catégorie de gens qui ont vécu dans le béton. Ils vous diront jamais qu'un psychopathe vietnamien qui est né dans une cité, ou un psychopathe martiniquais qui est né dans une cité, ou un psychopathe d'une autre, a des excuses. Les seuls qui s'excusent, c'est ceux qui sont nés dans le béton de confession musulmane. C'est extraordinaire, quand même, c'est assez extraordinaire. Donc ça ne marche pas pour les noirs chrétiens, rarement, mais pour le noir musulman, oui, comorien, ça marche. Algérien, tunisien, turc, etc. Donc c'est extraordinaire. On a un discours de l'excuse qui augmente à chaque fois que les terroristes frappent. Donc, l'attentat terroriste fait parler de l'islam en mal, certains en parlent en mal, les Zemmour et compagnie, les Delval, les soi-disant islamophobes qui vont oser, ou alors même Val, l'ancien directeur de Charlie Hebdo, qui a suscité une pétition sur l'origine théorique, coranique de la violence islamique. Alors ceux-là, c'est des méchants, ils vont parler en mal de l'islam parce qu'ils vont oser rappeler qu'il y a des sources coraniques et chariatiques, des hadiths de la vie de Mahomet, la sira. Vous savez qu'il y a 3 grands textes de l'islam où on trouve des sources de la violence. Le Coran, le hadith, c'est les propos attribués à Mahomet, et la sira, la vie sacrée de Mahomet, qui est reconnue comme vraiment tout à fait authentique. On trouve les marazis, les fameux récits de guerre. Donc ceux qui osent invoquer l'origine théologique de la violence islamique sont des méchants islamophobes, donc on en parle en mal. Mais les islamistes sont contents. Quand vous dites que l'islam est viril, que l'islam peut tuer, que l'islam peut se défendre, que Din Mohammed Belsaïf, la religion de Mahomet par le sabre, ça ne les vexe pas du tout. Un islamiste, déjà, donc lui, ça ne le gêne pas, le marketing négatif. Mais comme nous sommes des sociétés culpabilisées, jusqu'à la moelle, nous avons été abreuvés, nous avons tété le lait de la culpabilisation. À peine nés, on nous a appris à culpabiliser. Une société culpabilisée, elle ne se satisfait pas d'un marketing négatif après un attentat. Elle va vouloir réparer, pour ne pas faire d'amalgame, pour ne pas être islamophobe. Donc du coup, à chaque attentat terroriste, effectivement, il y a certains vrais islamophobes ou accusés à tort de l'être, qui vont effectivement parler plutôt en mal, parce qu'ils vont dire il ne faut pas croire que ça vient du bouddhisme. L'islamisme vient de certains textes. Alors il n'y a pas que ça, mais quand même, il y a quand même des textes qui vous déculpabilisent. Quand la sourate 9, 29 vous dit « tuez-les partout où vous les trouverez jusqu'à ce qu'ils payent humiliés, Sariroun, le tribut »,
ça justifie l'agression, la soumission et le paiement du tribut, donc le racket de celui qui va avoir peur et va se soumettre. Enfin, on retrouve tout le programme islamiste, l'esclavage, le paiement du tribut, le butin et l'assassinat des récalcitrants. Donc, il y a effectivement une origine coranique. Et du coup, comme on est culpabilisé, parce que comme il y a pas mal de gens qui croient à ces textes horribles, je ne dis pas que tous ces textes sont horribles, mais les passages de ces textes qui prévoient l'esclavage, qui prévoient le butin de guerre, les rançons, la ruse de guerre, le mensonge, la rupture des pactes, l'agression, les embuscades, on retrouve plein de textes, un véritable art de la guerre. Et c'est pour ça que Napoléon, Lyautey, Hitler, Himmler, beaucoup de grands généraux, je m'excuse, il y a un général dans la salle, c'est pas du tout péjoratif, mais beaucoup de grands amateurs de l'art guerrier, pourquoi ils aiment les textes de l'islam? Parce que c'est extraordinairement intéressant du point de vue stratégique. C'est des textes qui sont très très bien ficelés au niveau de l'art de la guerre. On retrouve la ruse, la violence, on retrouve tous les deux pans de la stratégie, dure et psychologique. Donc ceux qui disent tout ça, c'est les méchants, c'est le marketing négatif. Et du coup, immédiatement, au moment où on va rappeler les origines coraniques de la violence islamique, eh bien, il y a tous ceux qui vont vous dire « c'est scandaleux de dire ça, le vrai islam, il est merveilleux, regardez, grâce à eux, on a le zéro, grâce à eux, il y a l'irrigation en Espagne, grâce à eux, la Sicile est devenue autre chose qu'un pays sous-développé, la Sicile islamique, c'était également des juifs, des arabes et des chrétiens qui vivaient ensemble, c'était merveilleux. Nous, on tuait les juifs en Europe, alors qu'en Espagne, en Sicile, ils vivaient avec les musulmans, c'était merveilleux. Ils étaient à la fois tolérants, scientifiques et philosophes. Extraordinaire, les mecs, ils étaient bons quand même. Ils étaient à la fois dans la vertu morale, la gentillesse, l'humanisme, et en plus la science, le progrès, la philosophie, et même la technique, puisqu'ils avaient aussi technique d'irrigation, chauffage, etc., agriculture. On leur doit, et même culinaire, parce que maintenant la mode va jusqu'à... Maintenant, quand on va en Sicile, ils vous expliquent que les fameuses, ces espèces de crêpes de maïs qu'on mange à Palerme, qui existaient à l'époque des Romains, oui, mais ils vous disent que c'est les Arabes qui nous l'ont emporté. Maintenant, même le maïs, c'est les Arabes. Non mais, et je vais vous dire, la glace, la granita, qui est née dans les montagnes de l'Etna, ils vous disent c'est les Arabes qui... C'est vrai que dans le désert d'Arabie, c'est vrai que c'est bourré de glace et de gelato. Non mais c'est vrai, il faut reconnaître, c'est la vérité. Donc, non mais parfois on est dans un délire. Ils vous parlent même des agrumes, des tomates, tout vient. Non mais c'est extraordinaire. Donc il n'y a plus... L'autre jour, j'étais même avec un guide à Palerme, parce que parfois j'accompagne des gens, et le guide, on était dans le fameux bijou chrétien de Monréal, et il y avait une fresque où on voyait un Saint Joseph avec une barbe, et c'était vraiment une représentation tout à fait chrétienne. Et le type nous dit, l'homme qui a sculpté ça, et c'était un guide officiel qui d'ailleurs est payé pour faire des sculptures et des excavations, c'est un type qui est lié à la région, il est payé avec l'argent des Siciliens, et il nous a expliqué que c'était un message codé. Derrière ce Saint Joseph, c'était en fait un musulman. Et comme c'est les musulmans à qui on doit tout, y compris l'architecture chrétienne, et donc c'était probablement un message codé, en fait c'était un musulman qui était derrière. Et il nous a expliqué pendant des heures que derrière même le Christ Pantocrator, il y a des messages islamiques. Enfin, je vous assure, allez louer des guides en Sicile, en Andalousie, parce que vous allez assister à ce que j'appelle l'islamiquement correct. D'où le sous-titre de mon livre, du terrorisme djihadiste à l'islamiquement correct. Je veux dire quoi par là ? Plus l'islam tue, plus on en parle, en mal, mais également en bien. Et comme pour en parler en bien, pour faire pardonner ceux qui en parlent en mal, pour équilibrer, pour ne pas faire d'amalgame, du coup, à chaque fois qu'on en parle en mal, eh bien, on va dire qu'en fait, c'était génial. Et à chaque fois, on en rajoute une couche. Et chaque année, le mythe de l'islamiquement correct progresse, c'est toujours mieux. Bientôt, ça va être carrément le summum de l'humanité. C'était à l'époque où l'Espagne et la Sicile étaient islamiques. À chaque fois qu'on parle en mal de l'islam, l'islamiquement correct redouble d'islamophilie. Et donc, je soutiens, contre mes propres théories, je me suis rendu compte que finalement, le terrorisme ne discrédite pas l'islamisme institutionnel, il l'alimente. Puisqu'à chaque attentat terroriste, on vend plus de Coran, on vend plus de hadiths, on parle en mal, effectivement, mais également en bien de l'islam. Du coup, on parle de l'Andalousie. Du coup, en Espagne, quand il y a eu l'attentat de Madrid, on a continué à augmenter les luttes contre l'islamophobie. Et mieux, quand il y a eu l'attentat de Barcelone cet été, le lendemain de l'attentat, la maire de Barcelone, Ada Colau, elle a multiplié par 3 la dotation de la mairie pour les organisations qui luttent contre l'islamophobie. Regardez le message, c'est assez extraordinaire. Et mieux, la vidéo qui a le plus tourné dans la télévision TV3, la télévision catalane indépendantiste, mais très, très gauchisée, à la fois nationaliste, mais très, très gauchisante, anticléricale. Si vous voulez aller dans un pays
où on est encore plus anticlérical que la République française, j'en ai trouvé un, c'est la Catalogne. Allez les voir, c'est génial. Voilà, le RC, la Coupe et les dirigeants catalanistes. Et on a vu sur TV13 tourner une vidéo stupéfiante du syndrome de Stockholm et qui prouve que l'attentat terroriste, en fait, fait produire de l'islamophilie. Ça paraît contre-intuitif, ça paraît contradictoire, mais en tout cas, c'est empirique, on l'observe. Le lendemain de cet attentat horrible, j'ai pris une bicyclette avec mon neveu et on a fait tous les lieux de commémoration organisés par la mairie et la région, qui étaient très très bien organisés, avec des pancartes uniformes, écrites toutes pareilles, c'était vraiment très politique. Il y avait des bougies, vous me croyez si vous voulez, et que des pancartes, l'islam c'est magnifique, l'islam c'est la paix, les musulmans sont sans reproche. Il y avait même des pancartes, le Pakistan est un pays de paix, génial. Ça c'est extraordinaire. Le lendemain d'un attentat, perpétré au nom d'une idéologie Daesh, qui est une scission d'Al-Qaïda qui a été créée par le Pakistan. Le Pakistan, qui reste toujours le pays qui protège Al-Qaïda et qui finance une dizaine de grands mouvements terroristes au Cachemire, en Inde, en Afghanistan. Un pays qui est toujours structurellement un appui d'Al-Qaïda. Et bien le lendemain d'un acte commis au nom de l'idéologie d'Al-Qaïda et de Daesh, vous avez des pancartes payées par les impôts des Espagnols où c'est écrit « Le Pakistan, c'est la paix ». Un pays qui tue des chrétiens, des chiites, un pays où Asia Bibi est toujours enfermée et condamnée à mort, une mère de famille condamnée à mort uniquement parce qu'elle a bu dans le puits d'un musulman. Elle a souillé l'islam parce que quand on lui a dit « tu n'as pas le droit de boire dans le puits d'un musulman », elle a répondu « mais le Christ, c'est ton frère aussi. Ah, tu as blasphémé ». Et on l'a piégé. Qui est le Christ? C'est le Fils de Dieu. Et dès qu'elle a dit « c'est le Fils de Dieu », l'imam a été saisi de ce blasphème. Si vous voulez mettre quelqu'un en prison ou condamné à mort au Pakistan, il suffit de dire « je l'ai vu en train de dire que Christ est fils de Dieu ». Ça suffit. Au Pakistan, vous êtes condamné à mort si vous dites « Christ est fils de Dieu ». C'est un pays très tolérant. Eh bien, ce pays-là, où on condamne à mort quelqu'un qui ose dire juste que Christ est fils de Dieu, eh bien, ce pays était considéré un pays de paix. Ce n'était pas écrit « certains Pakistanais ». Non, le Pakistan est un pays de paix. C'est la mairie de Barcelone. Donc, finalement, je me suis dit, toutes mes théories étaient incomplètes, ça n'empêche pas ce que j'ai dit avant sur les frères musulmans, mais les islamistes institutionnels fourbes qui utilisent l'antiracisme, le droit à la différence, qui ont derrière eux des États qui, à l'ONU, surfent beaucoup sur cette idée de victimisme, effectivement, ils sont très efficaces, mais ça ne veut pas dire que les terroristes gâchent leur travail. Donc j'ai repris ma théorie à l'envers, je me suis dit non, finalement, ils sont complémentaires. Ça ne détruit pas ce que j'ai dit avant. C'est comme la science, elle progresse par accumulation, par réfutation et accumulation. J'ai un peu réfuté mes théories, mais en les complétant, comme dit Karl Popper, hein, ce qui est scientifique se réfute, sinon c'est pas scientifique. Donc j'ai réfuté mes propres théories, et je me suis rendu compte, ce sera ma conclusion, après on pourra débattre, je me suis rendu compte, empiriquement, je donne plein d'autres exemples, moi-même, je vous avoue, en écrivant ce livre, La stratégie de l'intimidation, donc du djihadisme terroriste à l'islamiquement correct, en sous-titre, j'ai moi-même été stupéfait de ce que j'ai découvert. J'ai découvert, pratiquement après chaque attentat terroriste, des exemples comme quoi nos sociétés, pourtant frappées, redoublent de culpabilisation et s'excusent devant leurs bourreaux. Alors la vidéo qui a le plus tourné, j'ai oublié de la dire tout à l'heure, dans TV13, dans la télévision indépendante catalane, c'était un monsieur dont on avait tué la fille. La fille venait d'être tuée par les djihadistes la veille. Et ce monsieur, il faut le comprendre, le pauvre, son grand souci, c'était qu'après qu'on ait tué sa fille, il voulait être... Sa grande préoccupation, c'était de rencontrer un imam pour aller consoler l'imam. Ça, c'est génial. Et on le voit pleurer dans les bras d'un imam. Alors, il est content parce que pendant la commémoration de l'attentat islamiste où on a tué sa propre petite fillette, jolie blondinette, dont d'ailleurs on n'a même pas beau montrer la photo, on n'a vu que la photo de ce monsieur qui pleurait dans les bras d'un imam, de peur que le fait qu'on ait tué sa fille et d'autres suscite un élan d'islamophobie en Espagne et en Catalogne. Donc le souci du père de celui qui a été tué au nom d'Allah, c'est qu'on risquerait peut-être de souiller la religion d'Allah. Extraordinaire. Et cette vidéo, ce n'est pas un détail, c'est la vidéo qui a été le plus diffusée par les autorités médiatiques espagnoles et catalanes, mais même dans toute l'Espagne. Allez sur Internet, vous la retrouverez. C'est stupéfiant. C'est ce que j'appelle le syndrome de Stockholm antérograde, ou syndrome de Stockholm tout court. C'est-à-dire que nos sociétés sont tellement culpabilisées qu'elles ne peuvent produire que cela. Et c'est là que les terroristes ne sont pas du tout fous. L'erreur de nos sociétés
et de nos politiquement corrects ou de nos pseudo-analystes, c'est de croire que finalement, les terroristes, c'est des pauvres types parce qu'ils recrutent des voyous, des vendeurs de drogue, des mecs comme Abaoud qui avait tué à coups de hache, hein, le logeur des terroristes du Bataclan, il avait tué à coups de hache ou de machette un de ses copains. Vous voyez, c'est un type charmant. Entre parenthèses, en France, vous tuez quelqu'un à coups de hache, vous prenez 7 ans de prison maximum. Hein. Bertrand Cantat en a pris 5 pour avoir tué 2 femmes. On est dans un pays assez formidable quand même. Hein. Un psychopathe qui bute 2 femmes, parce que la deuxième, il a tué aussi, puisqu'elle s'est suicidée, parce qu'il a menacé de mort. Donc un type qui bute 2 femmes, il prend maximum 5 ans. Et un type qui tue son ami avec coup de machette, il a fait 7 ans et demi, ou je ne sais plus, enfin il a fait moins de 10 ans. C'est assez extraordinaire. Et le type, il s'est vanté de vendre de la cocaïne pour sa défense. Les tribunaux français sont faits d'une certaine manière. Moi, j'en ai parlé avec un juge antiterroriste. Je lui ai dit, mais comment ça se fait que le mec, il s'est défendu quand on l'a accusé d'avoir logé des terroristes? Sa défense, c'était « mais je ne peux pas être un terroriste, je suis un voyou, je loge des clandestins, moi je fais ça pour le business, je vends de la coke, de l'ecstasy. » Je lui ai dit « mais c'est incroyable, le mec il a avoué des choses qui normalement doivent le renvoyer en prison. » Ben figurez-vous, cette juge m'a dit « il pouvait le faire, c'était très habile. » Car en droit, quand vous êtes inquiété pour un sujet, vous pouvez vous vanter de découper en morceaux une petite fille de 3 ans, on ne peut rien faire. Parce que ce n'était pas l'objet de l'inculpation. Et le type, il s'est pavané, il a même fait une soirée récemment avec le garde du corps de Macron, qui était tout content de le fréquenter, vous voyez, et on le voit frimer sur les plages avec ses Ray-Ban, voilà, je suis libre, en gros, ça veut dire je vous emmerde tous, le mot nikah n'est pas vulgaire en arabe, hein, ça veut dire fornication, en gros, voilà, je nique tout le monde. Donc, c'est assez stupéfiant, mais nos sociétés, c'est ça, c'est des sociétés qui libèrent des psychopathes, on va libérer 45 terroristes bientôt, comme monsieur le maire l'a très bien dit. C'est des sociétés qui s'excusent lorsqu'elles sont frappées. C'est des sociétés où, quand on fait une loi soi-disant très dure sur l'immigration, en fait, ça va renforcer le regroupement familial, y compris à partir d'un mineur clandestin. Donc, c'est des sociétés qui vont toujours plus loin dans l'élan suicidaire. Donc, c'est assez intéressant. D'un point de vue géopolitique et psychologique, c'est très intéressant parce que moi, ma conclusion, c'est que finalement, l'ennemi, c'est pas l'islamiste. Et encore moins l'étranger. Finalement, moi, je suis un fils d'immigré. L'étranger, il vient chercher, il fait son calcul, comme l'a très bien dit Colomb. On l'a accusé, Colomb, d'avoir dit les mecs font leur calcul, leur benchmark, mais c'est pas faux. On ne peut pas l'en vouloir à un immigré de faire un benchmark. S'il va dans un endroit où il peut insulter, être libéré, vendre de la drogue, l'imam de de Ripoll, qui a formé les terroristes de cet été qui ont tué des gens à Barcelone, ça faisait 12 ans que la police, que les renseignements de Madrid demandaient à ce qu'on expulse cet homme dangereux qui était à la fois un ancien voyou et un terroriste. Mais nous, on a une vision sociologisante et on nous a expliqué, oui, mais on ne peut pas réduire, on ne peut pas stigmatiser ces gens parce que finalement, c'est des gens qui sont malheureux, ils ont qu'une enfance difficile. Et je reviens à mon idée, on a recruté des voyous, donc finalement, ce ne serait pas l'islam, ce serait un truc de voyou. Ce serait un phénomène purement criminel. Certains veulent psychanalyser le terrorisme, d'autres veulent le réduire à un problème de criminel. Ils n'ont rien compris parce que nos stratèges islamistes, ils ne recrutent des voyous uniquement, mais c'est tellement évident, parce qu'ils sont tout simplement plus efficaces. Si vous êtes un cerveau du djihadisme, Ben Laden était un bourgeois, le chef d'Al-Qaïda est un bourgeois, c'est un chirurgien, c'est pas du tout un type qui faisait des braquages. Les cerveaux du djihadisme ne sont pas du tout des abrutis, des illettrés, ils sont souvent diplômés en sciences, certains sont chirurgiens et même certains viennent des grandes familles saoudiennes ou jordaniennes ou autres. Mais ils recrutent des voyous non pas parce que le terrorisme islamiste serait une affaire purement criminelle, ils recrutent des voyous parce que vous et moi, si nous sommes bien éduqués, on est moins efficaces, même si demain on se convertit à l'islamisme. Imaginez que vous et moi, demain on devienne mystiquement islamiste, on se convertit à l'islamisme. Mais on sera moins efficace qu'un voyou pour couper des têtes, parce qu'on n'est pas habitué à faire couler du sang. Alors qu'il est connu en psychologie que quelqu'un qui a fait couler du sang, il y prend goût. Et déjà, pour faire couler souvent du sang, il ne faut pas avoir beaucoup d'empathie. Donc, un type qui a un profil de psychopathe ou de criminel récidiviste, qui se bat régulièrement, qui a massacré un de ses amis à coups de hache, ou qui a fait des braquages, qui a tiré plusieurs fois sur quelqu'un, qui a manié le rasoir, il est plus efficace pour faire un acte. Et en plus, il est habitué à déjouer les forces de police, il est habitué à ne pas être impressionné, il n'a pas peur dès qu'il voit un costume, il sait en plus que nos sociétés sont très culpabilisées, donc il est même habitué à l'impunité. Tandis que vous et moi, on a peur de la loi, on a peur de la violence et de la loi. Donc, on ne peut pas réduire le terrorisme aux petits soldats du terrorisme. Les stratèges du terroriste sont très intelligents, et c'est ma dernière conclusion, parce que ce sont des maîtres du marketing. Finalement, tout ce qu'ils font,
ce n'est pas tuer pour tuer. Ceux qui croient que les terroristes tuent pour tuer n'ont rien compris. À part le 11 septembre, c'est jamais des chiffres astronomiques. C'est horrible ce que je dis, parce que pour les morts, c'est déjà trop. Mais il y aurait des techniques pour tuer beaucoup plus de gens. Imaginez du gaz dans les bouches d'aération d'un immeuble où il y a 4000 personnes, il y aurait beaucoup plus de dégâts. Mais le but, d'ailleurs parfois, le type a tué une personne ou deux. Parfois, c'est même un blessé, juste attaquer une force de l'ordre, comme dans l'aéroport, aux Champs-Élysées. Parfois, c'est un blessé ou un mort. Mais l'idée, c'est que le fait que le type va mourir pour sa cause va susciter une fascination. Parce que l'être humain qui a peur à l'idée de vieillir, qui prend des cachets à l'idée de mourir, c'est-à-dire les Occidentaux, qui sont traumatisés par l'idée de vieillir et de mourir, et qui voit quelqu'un qui va offrir sa vie pour aller au nom de l'extension de l'islam, parce que c'est ça leur véritable but, ça va produire une sorte de fascination. Et le calcul est le suivant. Si quelqu'un meurt pour sa cause, et non seulement il meurt, mais il va à l'avant. Quand le flic ne l'a pas tué, il lui demande de le buter. Il va faire un acte où il va tuer le plus de personnes possible jusqu'à ce que lui-même soit abattu. C'est-à-dire qu'il est totalement dévoué à sa cause jusqu'au martyr. Et effectivement, c'est une forme de martyr parce qu'il offre sa vie. Donc celui qui a peur de la mort et qui voit quelqu'un qui n'a aucune peur de la mort, qui aime la mort, qu'est-ce que vous vous dites dans votre esprit? Le jour où nous sommes à armes égales, ces gens nous écrasent. Mais oui, parce que si moi j'ai peur de la mort, j'ai peur de tout. Mon enfant s'est jamais battu dans la rue. On n'est pas habitué à la violence. On est même terrifié à l'idée même de se défendre, pas uniquement de tuer, mais l'idée même de se défendre violemment est déjà mal vue. Je me rappelle, les chrétiens du Liban étaient accusés d'être des fascistes par l'Église de France parce qu'ils se défendaient avec des kalachnikovs contre leurs agresseurs palestiniens. Je me rappelle de curés qui me disaient « c'est salaud, un chrétien ne peut pas se défendre ». C'est génial comme idée quand même. Un chrétien n'a pas le droit de se défendre. Oui, il doit laisser sa femme se faire violer devant lui. Effectivement, c'est ce qu'a dit le Christ. En fait, bien, ils savent très bien que c'est faux, mais c'est cette idée masochiste. Donc voilà, quand la personne tue et se fait tuer au nom de l'islam, et qu'elle n'a aucune peur de la mort, et qu'elle préfère la mort à la vie, le message est le suivant: comptez les jours et profitez-en. Parce que le jour où nous prenons le pouvoir de certains pays, et que nous avons les mêmes armes que vous ne faites pas 24 heures. Parce qu'entre quelqu'un qui a peur de mourir et quelqu'un qui n'a pas peur de mourir, c'est la théorie du maître de l'esclave de Hegel aussi, c'est celui qui n'a pas peur de mourir qui gagne. Et les islamistes ont réussi à nous faire peur alors que finalement, ils ne sont pas si nombreux que ça et ils ne sont pas capables d'agresser la France militairement dans une guerre classique. Mais ils ont réussi à créer un syndrome de Stockholm antérograde. Antérograde, ça veut dire que le syndrome de Stockholm, c'est quand vous vous soumettez à votre bourreau et vous défendez votre bourreau quand vous êtes libéré. Vous engueulez votre libérateur parce que vous avez pris fait et cause pour votre bourreau. Le syndrome de Stockholm antérograde, c'est un peu différent. Je me soumets avant même d'être conquis. Parce que l'autre est tellement déterminé que sa détermination m'inquiète. Et la détermination qui transparaît à chaque attentat terroriste, parce que le type à chaque fois offre sa vie, cette détermination me fait dire, le jour où ils sont plus nombreux que nous et la démographie est en leur faveur, nous sommes vaincus. Donc, peut-être, mieux vaut-il, comme certains collabos, moi j'ai rencontré un jour, la première fois que j'ai rencontré le grand résistant Alain Griotret, il me disait, beaucoup de collabos n'étaient pas spécialement pro-allemands, c'était juste des lâches qui voulaient composer avec celui qui était prévu pour gagner. Eh bien, le syndrome de Stockholm, néo-munichois, il agit énormément sur nos sociétés parce que beaucoup de nos élites ont compris que la démographie et l'absence de peur de la mort est en la faveur d'un ennemi asymétrique qui a l'air très faible et isolé aujourd'hui, mais qui est voué à gagner s'il continue à augmenter. Et donc l'urgence, bien entendu, ce ne serait pas de lutter que contre les terroristes islamistes, mais de lutter à la fois contre l'immigration massive islamique, avec une immigration un peu plus choisie et moins subie, et bien entendu, pour les musulmans qu'on a chez nous et qui sont nos compatriotes, nos frères, nos amis, eh bien il faut les libérer de cette idéologie. Et il faut absolument, bien entendu, couper nos sociétés, et en premier les musulmans, de l'influence néfaste des États totalitaires, ce que j'appelle les pôles de l'islamisme radical, qui les réislamisent soi-disant pacifiquement, mais quand vous réislamisez quelqu'un, mais vous leur faites apprendre la charia, qui permet l'excision, le djihad, le meurtre des mécréants, l'assassinat des apostats, comme le veut Kardawi, même si ce type, Kardawi, le chef des frères musulmans en Europe, se dit non terroriste, dès lors que sa théorie, qui est transparaît dans ses livres, justifie le meurtre de l'apostat, c'est déjà ce qu'a fait Mohamed Merah. Mohamed Merah a tué des apostats.
Quand Kardawi dit qu'on peut tuer un juif, que même le rocher le dénoncera pour qu'il soit tué par le musulman s'il se cache, déjà, ça justifie ce qu'a fait Mohamed Merah. Donc l'islamisme institutionnel, ce que j'appelle coupeur de langue, qui nous empêche d'incriminer les origines théologiques du djihadisme, l'islamisme coupeur de langue, si vous préférez islamiquement correct, est en fait fortement complice de l'islamisme coupeur de tête. Ceux qui tuent provoquent une dissuasion et ils alimentent ce que disait Al Capone. Vraiment, ma conclusion sera triviale, mais Al Capone disait un truc malheureusement très humain, très animal et très humain à la fois. Une proposition, c'est bien, mais avec un flingue, c'est beaucoup plus convaincant. Les coupeurs de tête apportent aux coupeurs de langue l'effet dissuasif qui fait que lorsqu'un prêtre gentil ou un chef ou un évêque va voir les autorités françaises, s'il vous plaît, luttez contre la christianophobie. Pourquoi il n'y a pas de réaction? Pourquoi l'État ne lutte pas contre la christianophobie? Parce qu'il n'y a aucune division derrière un évêque. Il n'y a aucune dissuasion, il n'y a aucune violence, il n'y a aucun risque de vague, ni de meurtre, ni de violence, ni d'ameutement. Par contre, lorsqu'un islamiste, même coupeur de langue, qui est juste islamiquement correct, qui n'est pas violent, il va dire, comme ils savent très bien faire, s'il vous plaît, luttez contre l'islamophobie. Nous, on est contre les djihadistes. Mais si vous ne luttez pas contre l'islamophobie, comment voulez-vous qu'on les retienne ensuite? Ils vont forcément être violents. Alors, ce n'est pas bien ce qu'ils font, mais il faut comprendre l'origine de la violence. Ils sont violents parce qu'ils ont été victimes d'islamophobie. Ça ressemble énormément à une menace. Quand vous dites à quelqu'un « je ne pourrai pas le retenir de tout casser si vous ne luttez pas contre la liberté d'expression », c'est une façon à peine masquée de faire une violence. Donc les coupeurs de langue, finalement, s'appuient sur la violence des coupeurs de tête pour avoir un effet dissuasif qui va convaincre nos sociétés, finalement, à plier. Je vous remercie.